Quels sont les indices que le passé nous a laissés qui nous permettent d'anticiper ce qui se passerait dans le futur en termes d'économie? Il y a plusieurs réponses à cette question-là. On reçoit d'ailleurs aujourd'hui au podcast Steve Deschênes, spécialiste économique financier, pour nous éclairer dans tout ça. Bienvenue à Garde le change. Hey Sam, toujours fidèle à ton poste? Yes. Très content que tu sois là encore. Bonjour Steve. Oui, bonjour à vous. Merci de m'avoir invité encore une fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer tout de suite là, en parlant des grands facteurs qui influencent l'économie. Quels sont-ils? Oui. À la base de l'économie, il faut toujours revenir là, au début de l'histoire. On produit des biens, des services pour combler nos besoins. Donc, à partir de là, c'est le marché de l'emploi, le premier domaine important. L'idée, c'est qu'il faut que les gens travaillent, bien évidemment. On avait vu à l'époque même Henry Ford qui avait augmenté le salaire de ses travailleurs en disant « Il faut que mes travailleurs non seulement travaillent, mais soient bien payés pour avoir les moyens d'acheter mes produits. » Alors, en quelque part, le travail, c'est la partie la plus importante de l'économie. L'autre partie majeure, qui est un peu le contrepoids, c'est l'inflation. Alors, c'est le niveau des prix qui, lorsque l'économie va bien, a tendance à monter. Si tout le monde travaille, on peut demander un meilleur salaire. Ça fait donc monter le prix. Et à partir de là, il y a un peu d'inflation. Donc, c'est vraiment les deux données extrêmement importantes là, à regarder du côté économique. Hey, juste faire une petite parenthèse sur l'inflation. On en entend tellement parler, puis c'est dur de bien comprendre. Est-ce qu'on peut en parler rapidement de l'inflation? Des fois, on dit que c'est bien, des fois, on dit que c'est mal. C'est des ça. fois, on a peur, des fois, on n'a pas peur. C'est quoi ton opinion là-dessus? OK. De base, l'inflation, c'est un ajustement intéressant. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une inflation, ça permet d'ajuster des choses. Ton salaire peut augmenter de 5 %, celui du voisin moins productif dans un monde capitaliste peut rester à zéro. Les salaires moyens auront monté de 2 % d'inflation. Toi, tu es devenu plus riche en pouvoir d'achat parce que tu produis beaucoup. Celui qui a eu zéro, l'est moins. Alors, l'inflation permet d'ajuster plusieurs données comme ça en termes économiques. Le problème, c'est que ça semble intéressant et correct autour de 2 %, ce qui est la cible des banques centrales. Plus haut que ça, là, ça devient un grave problème parce que si tu penses que le coût de tous tes aliments, de ton pétrole et autres va monter de 20-25 %, tu vas demander un salaire disproportionné et là, tout ça va se s'emballe. débalancer. Tout va se Voilà. débalancer. Alors, une inflation de base, ça reste intéressant dans une économie. Il faut garder le contrôle. C'est ce que les banques centrales tentent de faire. Okay. Tu sais, comme là, actuellement, il y a un débalancement de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Là, puis on voit des prix qui montent. C'est ahurissant. Là, je regarde juste à l'épicerie. Là. Quand j'y vais puis je regarde qu'un produit que j'achetais à 5$ est rendu à 7,50$, je me dis, tabarnouche, c'est pas vrai que les salaires ont augmenté de ce pourcentage-là. Là, Non, en fait, les informations qu'on a, les dernières que j'ai vues du côté américain à tout le moins, et qu'effectivement, les hausses de salaire n'ont pas compensé la hausse des coûts de l'inflation. Là. Du moins, pas encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation a grimpé rapidement, entre autres, sur le pétrole. Alors ça, c'est des prix qui s'ajustent rapidement. Ton salaire, surtout si on regarde avec les endroits où ce sont des syndiqués, c'est renégocié aux 3 ans. Alors, ça prend un certain temps avant de s'ajuster, évidemment, beaucoup plus que le prix de ce qu'on paye comme marchandise, comme service. Ça ne signifie pas que ce n'est pas là. Le travailleur qui va arriver là, à la fin de son contrat de travail ou le syndicat, dans 2 ans, si on a eu 5-6 % d'inflation, 6,2 qu'on a eu récemment, si ça devait être le cas, il va demander des augmentations massives. Et là, ça peut justement là, créer un peu une spirale à la hausse. Là. Je pense que, actuellement, avec la pénurie de main-d'œuvre, puis les gens, les entreprises qui tirent un peu sur les employés, je pense que des fois, ils font des offres peut-être des fois disproportionnées par rapport à ce que le salaire était avant pour attirer de la main-d'œuvre. Fait que j'imagine que ça aussi, ça va contribuer à un débalancement encore plus grand. Là. Oui, présentement, on est dans une situation assez particulière. Là. Plusieurs spécialistes récemment qui ont parlé qu'on retournerait peut-être dans une période de stagflation. Ça, stagflation, je vous explique rapidement, c'est la contraction de stagnation et d'inflation. C'est-à-dire que l'économie ne va pas très fort, l'emploi ne va pas bien, même que le chômage pourrait monter et l'inflation monte en même temps. Et ça, normalement, ça ne se peut pas. C'est-tu comme peser sur le gaz quand tu es sur le neutre? Ça serait... Oui, sur le break même. Pour faire... Ah, sur le break? Peut-être même sur le break. Sur le break, OK, c'est bon. C'est un peu ça. C'est que normalement, quand ton chômage est élevé, il n'y a pas de pression sur les coûts beaucoup. L'inflation ne devrait pas être forte parce que les travailleurs sont prêts à travailler pour pas trop cher. Quand tout le monde travaille, c'est là où, théoriquement, tu peux demander plus à ton employeur et ça fait grimper les prix. C'est la logique de base. Là, on est dans un problème où la chaîne d'approvisionnement, comme tu le disais, a des problèmes qui font en sorte qu'on a de l'inflation. Les prix montent,
pour l'instant, le chômage va bien, l'économie va bien, mais avant longtemps, il va y avoir de moins en moins de stimulation qu'on a mis là, à travers les problèmes de la COVID. Donc, beaucoup de gens qui ont pu rester à l'extérieur du marché du travail pendant un certain temps, beaucoup d'entreprises qui ont survécu en ayant des subventions. Il y a de ces entreprises-là qui vont mourir bientôt. Là. Il y a de ces travailleurs-là qui n'auront plus de soutien du gouvernement, qui vont devoir retourner travailler. Alors, on pourrait se retrouver dans une situation où l'économie va coup-ci, coup-ça, où le chômage monte, mais l'inflation ne recule pas parce que le travailleur qu'on a engagé la semaine passée, il ne rebaissera pas son salaire tout de suite non plus. Là. Puis le pétrole n'est pas obligé de reculer non plus puisqu'on ne recommencera peut-être pas à explorer. Alors, si on se devait se retrouver dans cette situation-là, cette inflation, c'est une situation qui est, je dirais, la plus dommageable, la plus détestable, celle qui fait le plus peur aux banques centrales. Et là, c'est peut-être encore plus important, justement, de retourner dans le passé pour voir ce qui s'est passé parce qu'on a déjà vu ça. On n'a pas vu ça souvent, mais c'est déjà arrivé. Alors, ça peut être intéressant de dire, OK, on va aller voir. Alors, l'économie, souvent, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est dur de prédire ce qui s'en vient. Là, je ne suis pas capable de vous dire à virgule près ce qui va arriver demain. Je ne suis pas capable d'être confiant à 100% de tout ce que je vais dire. Mais les patterns se répètent. Là, je me rends compte qu'on va avoir des prix qui montent, puis probablement un chômage, une économie qui pourrait redevenir beaucoup plus faible, même si c'est extrêmement, extrêmement fort aujourd'hui. Il n'y a rien qui garantit qu'on y va. Mais les spécialistes qui en parlent me disent tout, si jamais on y va, regardons un peu ce qui s'est passé dans l'histoire pour te donner un peu une indication de comment ça a viré. On est capable d'anticiper le futur avec ce qui s'est passé dans le passé. Il y a des choses où on ne pourra jamais être à 100%, mais où on peut tenter de le comprendre. Oui, je vous donne un exemple, peut-être dans un secteur aujourd'hui aussi, là, tout le secteur de l'automobile. On a des joueurs là, majeurs. Là, Tesla est la plus grosse compagnie au monde, $1 trillion. C'est 4 fois plus gros que Toyota, qui vend 25 fois plus de voitures. On a des gros joueurs. Rivian, qui a été lancé en bourse aujourd'hui. Rivian est maintenant la 7e plus grosse compagnie de voitures au monde. On prévoit vendre une première voiture dans 6 mois, un camion. On n'en a encore jamais vendu. On est heureux d'avoir 50 000 véhicules commandés. Quand GM vend 50 000 véhicules au Québec pendant une année, il passe comme un pas bon parce que c'est vraiment très faible. Je veux dire... c'est capoté, hein? C'est évalué comme une compagnie technologique, dans le fond. Oui. Le problème, j'aurais le goût de dire, c'est que même les compagnies de technologie ont déjà fait ça. Moi, je retourne à l'an 2000. À l'an 2000, on avait quelque chose de fantastique. On avait des gros joueurs, des Nortel et autres qui construisaient des réseaux. Tous les réseaux ont été bâtis à ce moment-là, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on utilise pour l'Internet et autres. Et on a comme bâti plusieurs réseaux d'un coup, comme si on avait inventé une ville. New York n'existe pas, on l'a bâti tout d'un coup. Alors, les compagnies de construction font de l'argent, c'est ce qu'on a fait avec les réseaux. Là, on fait un peu la même chose. On s'en va vers des voitures électriques et le marché semble vouloir payer très cher pour tous les joueurs qui vont y être indistinctement. Et il serait surprenant qu'ils gagnent tous. Alors, l'économie et la finance ne me permettra pas de vous dire « Oui, je sais exactement ce qui va se passer, que Tesla va gagner, puis que Rivian va perdre, puis qu'un autre va être un champion. » Mais des fois, on est capable de regarder et de dire « Dans le passé, on a déjà vu ça, où tout un secteur était positif, tout le monde l'aimait, alors que maintenant, on voit un peu la même chose dans l'automobile. » Et ça, on le voit à travers le temps. Les choses bougent beaucoup. Là. C'est intéressant ce que tu dis, là, la bulle des technos qu'il y a eu dans l'an 2000. Quand tu dis que c'était l'installation de l'infrastructure, un peu comme du web, c'est vrai que c'est un peu la course contre ça. Puis aujourd'hui, on le voit, c'est la course des véhicules électriques. Puis il y a des nouvelles compagnies, des startups qui lancent des véhicules. Puis la barrière d'entrée dans l'automobile, on va se le dire, est assez élevée, merci. Mais en allant chercher de l'argent comme ça à la bourse, ça permet de lever des sommes colossales puis quand même de débuter cette compagnie-là qui va être capable de distribuer éventuellement des centaines de milliers, voire des millions d'autos. Fait que c'est capoté de penser que tout ça va monter super rapidement. Il va y avoir des opportunités en bourse, de la volatilité extrême. Mais il y a seulement quelques joueurs qui vont rester autour de la table à la fin du souper. Là. C'est ça un peu le problème. C'est qu'en termes financiers, en termes de bourse, chacun peut bien faire ce qu'il veut. En termes économiques, ça va probablement amener des pertes d'efficacité très grandes. On va surinvestir à beaucoup d'endroits. Là, je pense, à titre d'exemple, je le donne comme ça, GM qui prévoit 35 milliards de dollars. Disons que GM sera un des joueurs qui ne passe pas bien à travers parce que ses véhicules ne sont pas bons. On vient là, de perdre 35 milliards de dollars qui n'a absolument servi à personne parce que Tesla ne prendra pas le bout technologique que GM aura développé. Alors, ça fait des surinvestissements qui peuvent créer des gros problèmes au niveau économique. Dans le cas de l'automobile, ce n'est pas majeur. Ça, on l'a vu dans le cas de l'immobilier. Quand il y a des surinvestissements dans l'immobilier, ce qui devient un peu paradoxal, c'est que l'immobilier grimpe beaucoup. À partir de là, les gens vont aller financer sur leur building. Donc, tu peux prendre une hypothèque plus grosse pour acheter le building voisin encore plus cher, qui vaut plus cher. Tu peux te refinancer encore plus cher. C'est ce que le Japon a fait. Ils sont dans le trouble depuis 40 ans suite à ce genre d'opération-là. Quand il y a des surexcitations dans certains secteurs, ça peut amener beaucoup de dérangements économiques. Ça aussi, c'est le genre d'affaires qu'on peut dire, écoutez, on l'a déjà vu dans le passé.
La Banque du Canada nous dit régulièrement, un des 3 points les plus dérangeants au Canada, une des 3 choses qu'on surveille, c'est le secteur de l'immobilier. Vancouver, Toronto en particulier, qui sont très chers. Ben, c'est parce qu'eux aussi voient ce que je viens de dire. On regardait le Japon qui a connu le problème à l'époque. On a vu du côté des États-Unis autour de 2008. Ils disent, OK, c'est un secteur majeur, c'est un secteur qui est en train de devenir peut-être dérangeant en termes économiques, même si au niveau personnel, il n'y a pas de problème. Tout le monde, jusqu'à maintenant, paye bien son hypothèque. Les banques font beaucoup d'argent avec. Tout va très bien. Le prix des maisons grimpe beaucoup. Le problème, c'est que c'est un secteur où tout pourrait virer en même temps. Si le prix de ta maison baisse, ben ton hypothèque ne baisse pas. Tu te retrouves avec une hypothèque qui vaut plus cher que ta maison, tu n'es plus capable de payer, la banque se retrouve avec une maison qui vaut moins cher que l'hypothèque. Et là, ce que j'entends, Steve, c'est que on est au courant des erreurs du passé, on regarde d'autres pays, on voit où ils s'en vont, mais là, j'ai l'impression qu'on ne fait rien pour changer tout ce qui arrive. Ça se peut-tu? Y a-t-il des changements qu'on a déjà mis en place ou qu'on met en place pour justement peut-être réorienter de, on va dire, 10-15 degrés le futur? J'aurais le goût de dire malheureusement très, très peu. Oh boy. Non, c'est qu'on est pris dans une situation où la plupart des intervenants ont à peu près tous la même logique de vouloir. Je parlais d'économie tout à l'heure, le contrebalancement entre l'inflation et l'emploi. C'est toujours facile de créer de l'emploi. Ouais. L'inflation, les gens en parlent moins. C'est un exemple que j'aime bien donner. Tu vas dans la partie de Noël, là, dans une couple de mois, vous êtes 100 dans la salle. On n'a pas le droit, là, pour des raisons de COVID, on se comprend, mais normalement, tu as le droit. Vous êtes 100 dans la salle. Il y en a 2 qui ont perdu le job la semaine passée. C'est la grosse histoire. Tout le monde placote rien que de ça. L'économie ne va pas bien. Ces 2-là viennent de perdre le job. C'est 2 là. Ouais. Tu t'en vas dans le même parti, vous êtes 100, l'inflation est à 2 elle n'est pas à 2, elle est à 6, là. Mais si elle est à 2, tu as perdu 2 Tout le monde a perdu 2 de son pouvoir d'achat. C'est la même chose que d'avoir perdu 2 jobs. Personne n'en parle. Alors là, on vient de perdre 6 jobs, c'est pas grave. On en perd 2. Si c'était des vrais emplois, ce serait grave. Alors, tout le monde semble avoir la même logique de pas mettre personne sur le chômage. Donc, s'il faut, imprimons de l'argent comme on le fait. Donnons de l'argent aux gens qui ne travaillent pas pour qu'ils continuent de bien aller. C'est ce qu'on a fait pendant la COVID, puis on continue de le faire. Donc, de cette façon-là, on s'assure que l'économie continue de rouler, que l'emploi continue d'être au rendez-vous. Mais c'est ce qui alimente, de l'autre côté, l'inflation qui nous fait tout aussi mal. Alors, c'est un peu paradoxal de voir que tout le monde pousse la roue pour l'emploi puis que plus personne ne s'occupe de l'inflation de mon côté. Tout le monde se vire de bord puis l'inflation fait son affaire de son bord. Voilà. Ben, le gros problème, je vous dirais, ça c'est une opinion très, très personnelle, c'est qu'on a changé les mandats. Le mandat de la Banque centrale du Canada, le mandat de la Réserve fédérale aux États-Unis, qui était à l'origine de contrôler l'inflation. Donc, eux veulent le tenir entre 1 et 3 %. Ça a déjà été leur mission de faire ça. C'est encore leur mission. C'est encore leur mission, oui. Okay. Sauf qu'on a ajouté une deuxième mission de s'assurer que l'économie va bien et de tenter de prôner le plein emploi. Alors là, on lui demande de faire 2 choses qui sont un peu le contraire. Ouais. Et moi, je me mets dans les souliers de ces gens-là qui sont des êtres humains comme vous et moi, puis je me dis, je me lève un matin et j'ai le choix. Je monte les taux d'intérêt, il y a du monde qui tombe au chômage. Ça me tente-tu de faire ça ou s'il m'a essayé de voir que l'inflation pourrait peut-être reculer d'elle-même dans quelques semaines, quelques mois, ben on semble partout sur la planète se dire, on va attendre pour voir si ça recule. Ça va être provisoire, probablement. Okay. C'est un choc pétrolier à court terme. C'est pas réconfortant. Ouais. Non, vraiment pas. Non, c'est pas réconfortant. Il n'y a plus personne qui surveille. Ouais. Mais Steve, qu'est-ce qui va bien? Parle-moi des opportunités. Là. On va contrebalancer tout ça. Là. C'est quoi qui va bien ou c'est quoi les opportunités actuellement avec ce qu'on vit là? Bon, au niveau de la bourse, tout va bien. Hein? Au niveau de la bourse, on fait des records là, pratiquement tous les jours. On en a fait 64 cette année. C'est du jamais vu. Alors, la bourse va bien. Les investissements boursiers continuent d'être extrêmement intéressants. Cela étant dit, si l'économie va bien, la bourse peut bien aller. Si l'économie devait mal virer, ben la bourse va suivre. Alors, si on devait tomber en récession, si on devait faire des mauvais ajustements économiques et que ça vire mal, ben la bourse n'aura pas le choix de suivre. Là. Alors, à ce niveau-là, c'est ce qui serait, j'aurais le goût de dire, le plus dérangeant. Pour le restant, si l'économie continue comme elle va là, disons, là, on est à des niveaux très forts, 4, 5, 6 %, on devrait s'en retourner plus vers des niveaux comme 2 % de croissance du PIB par année. Si on retournait là, pas de récession, tout va bien. Avec la croissance qu'on a au niveau des technologies, avec les développements technologiques qui nous amènent une productivité de plus en plus forte, on va très bien s'en sortir. Là. Et la bourse est un peu chère, mais peut-être pas dans ce scénario-là où la croissance pourrait être très forte. Si l'économie vire mal, ça peut être plus dommageable parce qu'habituellement, lorsqu'il y a récession, il y a pratiquement toujours un marché très faible, voire un marché baissier qui recule de plus que 20-25 %. Et là, bien, ça s'empile. Tu perds 25 % de ton portefeuille, tes marabouts n'aiment pas ça, tu dépenses moins parce que tu as moins d'argent, tu dépenses moins, alors le restaurant fait moins d'argent, la serveuse... C'est un cercle vicieux. Vraiment. C'est ton économie qui ralentit d'un bout à l'autre. Puis mettons qu'on veut anticiper le futur. Là. Bon, pour moi, je trouve qu'il y a l'avant-COVID puis il y a l'après-COVID. Je trouve que la COVID a forcé le développement technologique, de mettre les entreprises le plus techno possible, travailler à la maison, etc., etc. Est-ce qu'en étant plus efficace côté technologique, on peut s'attendre à des rendements qui vont être supérieurs dans le futur
parce qu'on va juste être plus productif? Je vais dire non. Théoriquement, oui. En ce sens que si on payait là, avec une économie, une bourse, tu payes 100 et tu as une croissance de productivité très faible, on va dire 2 de la productivité là, en croissance par année, puis qu'une autre à 4, alors oui, celle de 4 va performer mieux. Là, ce que je suis obligé de dire, c'est que le marché est relativement cher sur des multiples comme le court-bénéfice et autres. Alors, il y a une partie de ça qui est déjà là. Il y a une partie du monde qui l'ont déjà remarqué, qu'on s'en allait peut-être vers des voitures autonomes puis des camions autonomes, et quand ça arrivera, on vient de sauver le salaire du chauffeur, ou à tout le moins en sauver une bonne partie, chauffeur de van, là, parce que ça va se promener tout seul, ça à 20 pendant la nuit. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, on va pouvoir utiliser nos routes. On va pouvoir utiliser nos routes pendant la nuit plutôt que de les congestionner avec un chauffeur qui aime mieux y aller de jour parce qu'il va être là. Alors, il y a énormément d'avancées comme ça qui, oui, font en sorte que si on partait à un prix égal à ce qu'on avait dans les années 40, là, tout de suite après la guerre, disons, dans ces scénarios-là, il y a à peu près à n'importe quelle période de l'après-guerre, on n'a jamais, je pense, été aussi productif qu'on pourrait l'être là, grâce à la technologie. Mais on en a peut-être pour une couple d'années à ajuster aussi. Là, on regarde aujourd'hui, chaîne d'approvisionnement, il nous manque de semi-conducteurs. Ben, à partir de là, c'est bien beau d'avoir une technologie meilleure. Mais si tout le monde n'a pas accès, si tout le monde n'a pas accès aux semi-conducteurs, ben les voitures autonomes et les voitures électriques vont prendre plus de temps à se développer. Alors, il reste des problèmes à régler, mais oui, la technologie nous permettrait d'avoir des meilleurs rendements. On part peut-être juste d'un niveau élevé là, pour qu'on le voit. Là. Puis penses-tu que le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à investir à la bourse durant les temps de pandémie, que ces gens-là vont continuer à investir puis que ça va influencer beaucoup le marché par rapport à des investissements qui sont seulement basés sur des tendances qu'on voit sur les médias sociaux? Je dirais qu'on va retourner éventuellement à quelque chose de très plate, de très peu excitant. Ce qui est pas tu penses que la courbe va retomber? Je pense qu'éventuellement, quand l'économie va moins bien aller et qu'on va arrêter de mettre de l'argent, là, il y a beaucoup d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque centrale imprime de l'argent, les taux d'intérêt sont à terre. Alors, tout le monde a des liquidités. Avec la COVID, c'est encore pire. On a arrêté d'aller en voyage, on a arrêté de faire un paquet de choses. On restait chez nous. Le taux d'épargne a explosé là, de façon incroyable, comme on n'avait jamais vu dans l'histoire. Alors, les gens, présentement, ont de l'argent, peuvent dépenser et peuvent continuer de soutenir l'économie. Mais non, mais je disais, est-ce que les boursicoteurs d'aujourd'hui vont continuer à avoir du fun? Non. Voilà, c'est ça mon point. Parce qu'on n'aura plus cet argent en surplus-là. Alors, si on n'a plus l'argent en surplus, est-ce que ça reste un jeu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cet argent-là, puis du temps. On avait du temps à perdre parce qu'on était prêt à la maison et c'est devenu un peu du gambling. Et on voit que ce mouvement-là se déplace de certains titres à d'autres, de certaines crypto-monnaies à d'autres. À mon avis, là, je peux complètement me tromper. Mais cet argent-là, à mon avis, va s'évaporer. Et ça va être une bonne chose parce que comme il y aura moins d'argent, ça va réduire l'inflation. Voilà. Cet argent-là va s'évaporer comme les grandes technos se sont évaporées à l'époque. On a fait disparaître 400 milliards de dollars d'un coup quand Nortel est tombé en faillite. Boum! On s'en lave les mains, 400 milliards de dollars de moins qui se promènent sur la planète. Les prix peuvent se replacer. Moins qu'il y a d'argent en circulation, moins l'inflation est haute. Théoriquement, oui. Selon les monétaristes. Évidemment, sous toute réserve, il pourrait manquer d'argent, mais que les syndicats, exemple, si tout le monde était syndiqué, que les syndicats disaient, nous, à moins d'avoir 25 on ne travaille plus personne, ben, si tu étais obligé de le payer sans avoir l'argent, tu le payes, puis tu t'endettes, ça va péter autrement. Là, mais... Bon, moi, sur une note plus optimiste, là, j'ai l'impression que les gens avec le fait qu'ils investissent eux-mêmes en ligne, en bourse, sur des courtiers escomptes comme Desjardins Indisnap, par exemple, ils vont prendre plaisir à ça. Puis ça va peut-être amener une épargne supplémentaire parce qu'ils vont voir leur argent fructifier. Peut-être dans des cas, même que ça descende, ça va en refroidir une coupe. Là. Mais j'ai l'impression que les gens vont être plus autonomes, vont triper davantage, vont épargner plus. Puis des koalas, puis des licornes, puis tout va super bien aller. C'est ce que je prédis. Moi aussi, si les gens nous écoutent, puis qui font attention, puis qui investissent correctement, puis qui apprennent un peu à le faire, ça pourrait bien fonctionner. Ma peur est la suivante. Quand l'économie va reculer, l'ensemble des marchés vont reculer. Et moi, je vais me relever un jour, puis je vais avoir l'impression que c'est le temps d'acheter du alimentation Couche-Tard ou d'acheter du Johnson & Johnson. Je ne suis pas certain que tout le monde va se lever ce matin-là en disant « Ah oui, moi, je viens de décider que c'était le temps de racheter encore AMC, la compagnie de cinéma qui ne fait pas d'argent, qui n'en fera jamais, qui ne prévoit pas en faire, qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils vont faire, mais qui grimpent parce que les gens décident que c'est un jeu amusant. » Alors, ces gens-là, quand ça va descendre, tant que le jeu marche, ça va bien. Quand le jeu ne marche plus, ou même pire que ça, quand ça fait juste plus bouger, tu as mis de l'argent dans AMC, tu as mis ton gros 3 000 $ là-dedans, tout excité, en espérant que ça vale 4 000, prêt à le perdre. Ça fait juste plus bouger. Parce que la bourse, c'est ça que ça fait normalement. Ça fait juste plus bouger. Ouais. C'est-tu plate d'avoir 3 000 $ dans AMC qui ne bouge plus? C'est clair. Qui ne fait rien. De l'avoir dans la Banque Scotia qui te verse 4,30 % si tu étais là dans le but d'obtenir ton 4,30 % puis que la Scotia grimpe de 2-3 % par année pour faire du 8, 9, 10, tu es un homme heureux.
tu vas rester là. Alors, celui qui aura compris ça et qui l'aura vu, oui. Ceux qui sont là vraiment juste, je dirais par spéculation, puis je ne le dis pas dans le sens négatif du terme, mais juste dans le but d'acheter pour revendre plus cher, bien, quand ça fait 2-3 ans, comme de l'an 2000 à 2003, que ça arrive jamais que tu achètes puis tu peux vendre plus cher parce que ça continue de baisser tout le temps. Ouais. C'est un jeu qui devient plate en tabarnouche. Cette spéculation négative-là devient que ça te dirige pas mal. Ça te refroidit pas mal. Ben, c'est que tu as les deux. C'est que quand ça joue en spéculation, c'est que tu as le marché qui peut baisser, qui est négatif, mais comme je te dis, juste un marché qui est plate. Un marché qui, pendant 10 ans, ne bouge pas. Moi, ça ne me dérange pas. Là. Si j'ai mes actions de, exemple, Johnson & Johnson, tu te verses un dividende. J'ai un 2,5 de dividende, puis il monte à toutes les années. Fait qu'à la fin de 10 ans, si mon action n'a pas grimpé, c'est plus 2,5 que je reçois, c'est du 4. Si j'ai commencé avec la Scotia, j'avais 4,3, mais avoir du 6 le gouvernement me donne 1,5. Alors, avec du 6, je suis un homme heureux. Hey, mais j'ai une théorie, écoute bien ça. Le fait que, bon, le gouvernement de Justin Trudeau a imprimé de l'argent, nous a donné la PCU, nous a donné plein d'affaires, puis, tu sais, ça a stimulé l'économie, puis ça a mis surtout de l'argent dans les poches des gens non des corporations. Oui, dans les corporations, mais beaucoup dans les poches des gens. Tu sais, est-ce que le fait que les gens gèrent eux-mêmes, encore là, je vais leur dire, là, mais leur argent à la bourse, tout ça, est-ce que ça va laisser plus d'argent dans les poches du monde, ultimement? Puis que ça va distribuer mieux l'argent? On dit, bon, on a distribué de l'argent. Théoriquement, la logique de base nous dirait oui. Comme tu dis, bon, le gouvernement de Trudeau a distribué de l'argent aux gens, donc ça l'a réparti de façon un peu plus équitable. Cela étant dit, l'inflation est plus chère que ce que les salaires ont gagné pour les travailleurs. Alors, si tu travailles, tu n'es pas plus riche, tu l'es moins. Si tu travaillais et tu reçois un peu de PCU, tu as quand même l'inflation qui vient te rechercher toi aussi. Alors, si tu as l'équivalent de PCU de ce que tu gagnais comme salaire l'an passé, c'est le fun, tu n'as pas travaillé, mais tu es 5 plus pauvre toi aussi. Alors, les gens ne sont pas plus riches pour le vrai. Ils ont plus de nominal. Mais c'est toujours arrivé dans le passé où il y a eu des programmes ou des trucs que les gens, durant une période, avaient plus d'argent dans leur poche puis que l'économie virait peut-être mieux? Est-ce que le pattern qu'on vit aujourd'hui, bon, je sais que c'est assez unique, là, mais on a-t-il déjà vécu quelque chose de similaire, mettons, après la guerre ou quelque chose du genre? J'aurais le goût de dire pas nécessairement comme on le voit là. Là, c'est d'une facilité incroyable. Après la guerre, il y a eu des grands plans. Il y avait le plan Marshall, entre autres, en Europe, qui a été particulièrement efficace aussi du côté des États-Unis pour créer de l'emploi. On avait une période de prospérité, mais pas d'argent facile, pas d'argent distribué un peu partout. Là, on est vraiment dans une période incroyable. Là. Je veux dire, on a donné de l'argent sans poser de questions à n'importe qui. Puis je ne dis pas que c'est mauvais, on n'avait peut-être pas le choix de le faire. Puis à la grandeur de la planète, là, je regarde le Canada, les États-Unis, pareil. Mais on a distribué de l'argent de façon majeure, comme on n'a jamais fait, avec une période où on a des taux d'intérêt aussi à leur plus bas. Alors, quelqu'un qui a une bonne situation, que la COVID n'a pas affecté, ben, tu as regardé ton salaire, tu dépenses peut-être moins parce que tu es allé moins en voyage puis que tu avais moins de dépenses au quotidien. Donc, ta situation, à toi, ne va pas plus mal. C'est celui qui est plus serré qui va avoir plus de difficultés parce que oui, on l'a sauvé, on l'a aidé pendant un bon bout de temps, mais ça va terminer. Exemple, les restaurants ou plusieurs entreprises qui ont été aidées par des programmes gouvernementaux, éventuellement, quand ça va cesser, il y a un ménage qui va se faire. Et là, ben, ça fait après 2 ans qu'il n'y a pas eu de ménage économique. Quand je dis ménage, c'est que les compagnies qui gagnent, d'autres qui perdent. Et celles qui perdent, ben, habituellement, font faillite, disparaissent ou rapetissent. Là, on n'a pas eu tous ces ajustements-là. Alors, on a vraiment de l'argent supplémentaire donné gratis qui va être, à mon avis, comme retiré dans peut-être 2, 3, 5 ans. Alors, quelque part, ça ne sera pas donné. Alors qu'avant, on ne s'est jamais rendu là. On ne s'est jamais rendu à imprimer de l'argent pour en donner à tout le monde. Alors, et ultimement, quand tu dépenses plus que tu charges d'impôts, ben, c'est de donner de l'argent aux gens. Ils ont plus d'argent dans leur poche, mais jamais, je dirais, au niveau qu'on connaît présentement. Là. Et surtout, avec la possibilité d'en plus aller chercher du côté du crédit à des taux particulièrement faibles. Fait que si je reviens au départ à ce que je disais, on peut se fier sur le passé. Il y a des patterns qui vont revenir. Mais dans le passé, je veux dire, on peut se fier sur le passé, mais... On va pas être en mesure de le changer nécessairement. Puis tout est quand même imprévisible aujourd'hui. Fait ultimement, on peut-tu vraiment se fier sur le passé pour prédire le futur? Si je voyais le prix de l'immobilier grimper tous les jours, on ne peut pas garantir de ce qui va se passer. Mais je serais capable de vous dire, écoutez, on a déjà vu qu'au Japon, ça n'a pas été chic. On a vu qu'en 2008, ça a fait planter les États-Unis. Donc, prenons action maintenant. Dans le fond, c'est facile à dire. C'est de se remonter les culottes puis prendre des décisions drastiques pour changer la direction, c'est ça? Oui, puis ça, on le fera pas au niveau politique, à mon avis, puis au niveau de la société, on le fera pas. Mais au niveau personnel, si tu te rends compte qu'on te donne, je sais pas, moi, tu as un titre d'immobilier, un REIT qui te rapporte du 4 puis que tu tiens dans le bon vieux temps, pour ce genre de titre-là, tu demandais du 8, 10, 12, ben pose-toi la question, est-ce que 4 qui ne couvre même pas l'inflation un matin, je suis peut-être à risque. Et si, comme je disais dans mon exemple d'immobilier, si tu vois le prix de l'immobilier grimper, à un moment donné,
faut être un peu réaliste là, sur une période de 100 ans. De mémoire, je pense que l'immobilier, ça grimpe de 3 par année, qui est l'équivalent de la croissance de la population, grosso modo. Donc, quand il y a 3 plus de monde, on en loge 3 de plus. Ça ressemble à peu près à ça. Alors, quand on voit des croissances d'immobilier de 25, 30, 40 sur 2 ans, peut-être que c'est raisonnable. L'histoire nous a dit que non. Steve Deschênes, merci beaucoup. C'était hyper pertinent, comme d'habitude. Sam, merci beaucoup également. Puis à la maison, on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!